Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans ton coffre à jouets. Cette semaine, on va s'attaquer à l'une des gammes les plus populaires et les plus belliqueuses de notre enfance, G.I. Joe. Trop souvent considéré comme un simple pendant de la légendaire poupée Barbie, G.I. Joe aura aussi marqué la deuxième moitié du XXe siècle, et depuis plus de 60 ans, il continue tant bien que mal à envahir les chambres d'enfants, n'hésitant pas à user de tous les stratagèmes pour atteindre son but. Mais vous imaginez bien qu'il est particulièrement coton de couvrir dans le détail 6 décennies de mythes et de légendes en 12 minutes. Alors plutôt que de vous perdre dans une chronologie indigeste, j'ai eu envie de donner 5 coups de projecteur sur des anecdotes que je trouve tout aussi représentatives que méconnues. Vétéran de tous les conflits du siècle dernier, Joe est devenu un élément phare de la culture populaire, avec une aura très particulière. Forcément très liée à l'US Army, certains voient en notre petit soldat une forme de propagande. Et ils n'ont peut-être pas totalement faux. C'est ce qui nous amène à notre numéro 5. En 2014, des dossiers déclassifiés de la CIA révélaient au monde l'existence du projet Devil Eyes. Oui, la CIA et G.I. Joe se sont alliés pour de vrai. Devil Eyes est une opération secrète menée en collaboration avec Donald Levine, business manager chez le géant du jouet Hasbro et responsable de la première collection G.I. Joe. Nous sommes en 2005 et l'armée américaine, malgré une présence militaire massive aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan, ne parvient toujours pas à mettre la main sur le chef terroriste Oussama Ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre. Mais qu'aurait bien pu faire Donald Levine, devenu entre-temps un gentil petit retraité de 76 ans vivant dans l'état de Rhode Island, pour attraper l'homme le plus recherché de la planète? Vous l'avez compris, il s'agit d'un G.I. Joe très spécial. L'une des principales difficultés rencontrées par les services de renseignement américains est le soutien populaire au groupe terroriste Al-Qaïda et à son chef, notamment celui des enfants. La CIA cherche donc à diaboliser Oussama Ben Laden auprès des plus jeunes, en faisant circuler des rumeurs, mais cela ne suffit pas. Il faut diaboliser l'ennemi. Les agents de la CIA vont donc se lancer dans la conception d'un jouet de guerre psychologique. Et pour cela, ils font appel à Donald, qui avec le concours d'une usine chinoise propose un prototype pas comme les autres. Il s'agit d'une action figure de 30 cm, entièrement articulée figurant Oussama Ben Laden dans son costume traditionnel. Digne d'un vieux sketch de Guignol de l'info. Mais G.I. Ben Laden cache un secret. Sa tête, sculptée de manière réaliste, est moulée dans un plastique thermosensible. Une fois exposé à la chaleur, le visage est remplacé par une sorte de démon rouge et noir censé effrayer les petits Pakistanais et ainsi les éloigner d'Al-Qaïda. Bon, le prototype ressemble étrangement à Darth Maul avec une barbe, mais officiellement, le projet Devil Eyes aurait été annulé après la présentation de ce premier prototype à l'horizon 2006. Alors que certains témoignages concordants laissent à penser que G.I. Ben Laden aurait bien inondé les marchés de Karachi par centaines. Mais revenons aux origines de G.I. Joe avec notre numéro 4. Peu de gens savent que bien avant de s'infiltrer dans les coffres à jouets, le terme G.I. Joe est entré dans la culture populaire par un film de guerre du genre réaliste. Sorti en 1945, Story of G.I. Joe met en scène deux jeunes stars de l'époque, Robert Mitchum et Burgess Meredith, le pingouin de la série Batman des années 60. Le tout dans un récit basé sur des faits réels, écrit par un correspondant de guerre, Ernie Pyle, prix Pulitzer 1944. Il s'agit d'offrir un traitement héroïque au corps d'infanterie, jusqu'ici délaissé par le cinéma propagandiste, au profit de l'armée de l'air. Burgess le pingouin jouera le rôle du journaliste, quant à Mitchum, il incarnera le lieutenant-capitaine Walker, à la tête de la compagnie C de la 18e brigade d'infanterie lors des campagnes de Tunisie et d'Italie. Le véritable Ernie Pyle va participer activement à la préparation du film. Et c'est peut-être pour cela que les soldats décrits dans ces carnets deviendront de véritables archétypes du film de guerre. Il y a même un petit chien. Mais surtout, Story of G.I. Joe est l'histoire d'un baptême du feu et d'une défaite, celle du col de Kasserine. Les drames, les attaques impromptues, les sacrifices face au destin marquent une nette différence avec ce que les films de guerre de pure propagande offraient jusqu'ici. Robert Mitchum aura le droit à une nomination aux Oscars, mais le véritable Ernie Pyle ne verra jamais ses portraits sur grand écran. Il mourra sur le front 2 mois avant la sortie en salle. Faut-il y voir la raison pour laquelle Story of G.I. Joe était resté dans les mémoires jusqu'aux années 60 ?
Eh bien, presque 20 ans plus tard, un jeune publicitaire du nom de Stan Weston a l'idée de présenter son concept de poupée mannequin 30 cm articulée à Donald Levine, de la société Hasbro, oui, le même que tout à l'heure. Le fabricant de jouets compte plusieurs vétérans dans ses rangs, et c'est tout naturellement que le nom de G.I. Joe revient sous le feu des projecteurs. De 4 poupées représentant les 4 corps de l'armée américaine en 64, G.I. Joe compte un premier camarade afro-américain dès l'année suivante, puis c'est au tour d'une femme, G.I. Jane, en 1968, qui, forcément, est une infirmière. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur les origines de Joe, et son héritage parfois douteux. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont nombreux à pouvoir invoquer une filiation avec la poupée pour garçons la plus lucrative du XXe siècle. On va tenter d'y voir plus clair dans cette généalogie ludique avec notre numéro 3. Dès son lancement outre-Atlantique, notre G.I. Joe a connu un succès inégalé, porté par des publicités télévisées, mais également par le déclenchement de la guerre du Vietnam. Quoi de mieux qu'une poupée soldat quand votre papa ou votre grand frère est envoyé dans les rizières de l'autre côté du monde? Cela devient beaucoup moins vendeur quand il est renvoyé à la maison lui aussi dans une petite boîte. Tandis que le conflit vietnamien s'enlise, la figure du petit soldat en uniforme américain n'est pas du goût de tout le monde. C'est probablement la raison pour laquelle la firme britannique Palitoy renomme le célèbre GI Action Man. Nom beaucoup moins atlantiste à mettre en comparaison avec sa déclinaison française. Action Joe. Entre-temps, le soldat s'est mué peu à peu en un aventurier, charriant derrière lui des accessoires et des véhicules moins belliqueux. Côté jouabilité, les innovations sont nombreuses. Action Man a des mains capables de tenir des accessoires, ses yeux peuvent être mobiles, et il aura même droit à des cheveux et une barbe floquée. Et au milieu des années 90, alors que les poupées 30 cm avaient temporairement quitté le navire, c'est en reprenant le nom britannique d'Action Man qu'Hasbro relancera le marché. Oui, Action Man et G.I. Joe ne font qu'un. D'ailleurs, ils possèdent la même cicatrice sur la joue. Cette particularité physique avait été ajoutée par les concepteurs de G.I. Joe afin de pouvoir le dissocier de la concurrence lors du dépôt de brevet. Il n'en reste qu'Action Man aura le droit à une série télé en 95, avec des parties en live action. Le plus grand de tous les héros était incarné par Mark Griffin, bodybuilder anglais connu pour avoir joué les athlètes dans l'émission American Gladiator. C'est quand même autre chose que G.I. Joe au cinéma. Mais jusqu'ici, je parlais de poupées 30 cm. Si vous avez grandi dans les années 80, le G.I. Joe de vos souvenirs, c'est plus probablement une armée de figurines de 11 cm, portées par des dessins animés diffusés au Club Dorothée. Et c'est notre numéro 2. G.I. Joe a changé de format un paquet de fois, mais en 1982, il connaît une réduction qui fera date. À la fin de la décennie précédente, le succès effarant de Kenner avec ses petites action figures Star Wars qui tiennent dans la poche, convainc les dirigeants d'Hasbro de tenter une approche plus audacieuse, il faut réduire le format. Un de leurs concurrents, Mego, est à l'agonie et vient d'abandonner leur gamme Micronaut, dont le système d'articulation restait jusque-là inégalé pour un jouet de si petite taille. Coup de chance, Mego n'est pas propriétaire du brevet. Il s'agit d'une licence d'un fabricant japonais, Takara, et les dirigeants d'Hasbro les connaissent bien. Les deux entreprises collaborent ensemble depuis une décennie, Takara ayant d'ailleurs distribué G.I. Joe sur l'archipel à partir de 1971, sous le nom Combat Joe, avec des panoplies et des modèles inédits. On le dit rarement, mais le Japon est le pays du cadeau. À chaque visite ou invitation, il est de bon ton d'apporter un cadeau plus ou moins important à son hôte ou à ses enfants. Et c'est en partie ce qui explique la bouillonnante production japonaise. Dès 1972, Takara reprend les moules de G.I. Joe à la sauce SF en leur donnant un corps en plastique translucide et le nomme Cyborg Henshin. Les ventes sont plutôt bonnes, et en plus Takara n'a pas à verser de royalties à Hasbro, puisqu'ils ont oublié de les prévenir de cette production locale. Mais le plastique transparent injecté coûtant cher, à plusieurs reprises, le Cyborg Reboot est diminué en taille. Ultra articulé de bonne facture, Microman, c'est son nom, préfigure déjà la mode des action figures de 10 cm, et permet entre autres de profiter d'un maximum d'accessoires et de véhicules. Distribué sous le nom de Micronaut par Mego en 1977, la gamme connaît même sa série de comics chez Marvel avant de s'éteindre en cette année 1980. Et chez Hasbro, c'est la surprise. Ce concurrent qui leur taillait des parts de marché était en fait une sorte de clone bâtard. De ce reboot viendra des centaines de figurines, des véhicules, des playsets, des comics, bref, une gamme comme seule la décennie du plastique a pu nous en offrir. Quelle autre collection de jouets a proposé une figurine de Jean-Claude Van Damme? Et on va finir en beauté avec l'anecdote numéro 1. Mais pour cela,
il faut parler d'une autre gamme de jouets mythiques vendue elle aussi par Hasbro à la même époque. Il s'agit évidemment des Transformers, car Optimus, Bumblebee et Soundwave sont bien plus qu'une énième licence de Big H. Et oui, les Transformers sont les descendants ludiques directs des Micronautes, et donc du vieux G.I. Joe. Optimus est un cousin très éloigné de Snake Eyes. Mais cette fois-ci, Hasbro ne s'est pas contenté de jouer les faire-valoir et va se servir, au sens propre, de l'innovation de son ancien partenaire. Car sur l'archipel nippon, Microman a continué son petit bonhomme de chemin, porté par un marché économique japonais en plein boom. Et Takara, avec des gammes comme Diaclone, vient de lancer la mode des robots transformables. Hasbro va alors piocher directement les robots susceptibles de séduire les petits américains dans les différentes gammes de Takara. Et comme G.I. Joe, qui profite d'un dessin animé des 83, les Transformers connaîtront un sacré succès télévisé. Succès qui va exploser au cinéma, au sens propre. En effet, en 86, Hasbro, fort de sa montée en puissance après les succès de ses petits poneys de G.I. Joe et des Transformers, veut attaquer le grand écran avec des longs métrages d'animation. Ce que le fabricant souhaite, c'est offrir une vitrine au lancement de ses nouveaux Transformers, et pour l'occasion, il s'offre même une star internationale, le légendaire Orson Welles, oui, celui de Citizen Kane et du Grand Détournement. Il acceptera de prêter sa voix à Unicron, le Transformers tellement fat qu'il fait la taille d'une planète. Mais c'est un autre point de scénario qui va faire parler de lui. En effet, Hasbro a décidé de remplacer le design de son héros principal, Optimus Prime, et ne trouve rien de mieux comme idée que de tuer le robot camion préféré des enfants. Haro dans la presse sur ce film qui traumatiserait toute une génération pour des raisons mercantiles. Cet échec empêchera le long métrage G.I. Joe, pourtant prêt bien avant celui des Transformers, de connaître les salles obscures. À la fin des années 80, alors que gronde la guerre au Moyen-Orient et que les chaînes d'information continuent à breuver les écrans d'opérations militaires jusqu'au dégoût, G.I. Joe tente des combats d'avant-garde, comme par exemple des actions écologiques. Drôle de destin pour un personnage qui aura passé sa vie à vouloir vendre du plastique. Voilà 5 trucs que vous ignoriez peut-être sur G.I. Joe. Si vous avez des anecdotes sur la gamme ou tout simplement des bons vieux souvenirs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, il n'est pas impossible qu'on y revienne un de ces 4. Comme d'habitude, j'ai besoin de vous pour la faire vivre au maximum. Likez, lâchez votre commentaire, envoyez-la à votre beau-frère ou votre groupe Facebook préféré. Nous, on se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Action Man, le monde est en péril. Dr. X prépare un poison atroce. Action Man, le plus grand de tous les héros. Action Man intervention, jette son grappin pour descendre en rappel. Pour l'Action Man Force Spéciale 20 accessoires de combat en renfort. Adieu Dr. X. Action Man intervention ou force spéciale contre Dr. X.